La République de Platon, introduction par Robert Bakou, 7. Genèse des cités injustes, mots attachés à l'injustice, suite, 4. La tyrannie. Il est en effet dans l'ordre de la nature qu'à une licence extrême succède une extrême servitude. Par ses excès mêmes, la démocratie engendre inévitablement la tyrannie. Le peuple, altéré de liberté, ayant mis à sa tête de mauvais échansons qui l'enivrent de ce vin pur au-delà de toute décence, perd vite le contrôle de ses actes, s'effraie du nombre de contraintes et traite d'oligarques ceux qui le voudraient maintenir dans les voies de la prudence. Sa faveur va par contre aux gens habiles, qui affectent des manières simples et flattent ses penchants grossiers. Dans une cité désorganisée où le père craint ses enfants et le maître ses disciples, où l'esclave s'arroge tous les droits, les magistrats ne jouissent d'aucune autorité et les lois restent lettres mortes. La classe des bourdons, puissante et active à mal faire, ne peut vivre et conserver la confiance de la plèbe qu'en lui partageant les biens, dont elle s'attribue d'ailleurs la meilleure part, qu'elle arrache aux citoyens riches et économes. Ceux-ci essaient vainement de se défendre. Le tumulte des assemblées étouffe leurs doléances, et s'ils persistent à dénoncer les décrets de spoliation, on les accuse de nourrir des ambitions criminelles et de vouloir attenter à la liberté de l'État. La populace appréhende d'être privée des miettes du festin que lui laissent les démagogues, et de cette précieuse indépendance dont elle a l'illusion de jouir. Pour tenir en échec ceux qu'elle nomme ses ennemis, elle se donne en protecteur à qui elle confère des pouvoirs proportionnés aux espérances qu'elle fonde sur lui. Croyant ainsi accroître sa propre force, elle accroît en réalité sans mesure celle de l'homme qui deviendra son maître. D'abord, le protecteur obtient une garde pour sa personne qu'il prétend menacer. Ensuite, il traîne devant les tribunaux et fait condamner les citoyens qu'il juge capables d'entraver l'exécution de ses desseins. Au besoin même, il n'hésite pas à répandre et à goûter d'une bouche et d'une langue impie le sang de sa race. Il tue, exile, tout en faisant miroiter aux yeux de la multitude l'abolition prochaine des dettes et le partage des terres. Qu'il aspire ou non à en subir la loi, il entre alors dans le cercle de son nouveau destin. Il doit ou bien périr de la main de ses adversaires, ou bien se faire tyran et d'homme devenir loup. Comme le rôle de victime est le dernier qui lui convienne, il renverse de nombreux rivaux, monte sur le char de la cité et se révèle enfin despote accompli. Au début cependant, désireux de plaire, il récompense ses partisans. Mais il est bientôt amené à surveiller les meilleurs d'entre eux et à chercher dans la guerre extérieure un dérivatif aux énergies qu'il sent dresser secrètement contre lui. S'il veut rester le maître, il est obligé de se défaire de tous les hommes de valeur que compte la cité, sans en excepter ses amis. À l'encontre du médecin qui purge le corps de ses éléments nuisibles, il purge l'état de ses citoyens les plus estimables. Puis il compose sa garde, de jour en jour plus nombreuse, de mercenaires étrangers et d'esclaves affranchis. Il a pour favoris des personnages sans aveu, Bourdon qu'attire de toutes parts le faux éclat de sa fortune, car tel est désormais le dilemme qui se pose pour lui, vivre avec les méchants qui le flattent mais n'éprouvent au fond que de la haine à son égard, ou renoncer à la vie. Et ici Socrate ne peut s'empêcher de rappeler qu'il avait bien raison d'exclure de sa cité les poètes tragiques. Il célèbre en effet les louanges de la tyrannie et vante l'heure des tyrans, que le commerce des habiles rend habile, selon la parole d'Euripide. On vient de voir de quelle sorte d'habileté il s'agit et combien elle est enviable. Que ceux qui la prisent aillent donc dans les autres États travailler à l'avènement de la tyrannie et de la démocratie.
Sous ces régimes, ils seront honorés et s'enrichissent. Mais à mesure qu'ils remontent la pente des constitutions, to anantes ton politeion, leur renommée faiblit, comme si le manque de souffle la mettait dans l'impuissance d'aller plus avant. Cette parenthèse fermée, une question se pose. Comment le tyran entretiendra-t-il ces troupes nombreuses et bigarrées qui l'escortent? Dans les premiers temps, il confisquera les richesses des temples. Puis, cette source de revenus tarie, il s'emparera des biens de son père, le peuple, qu'il a élevé, choyé, porté jusqu'au pouvoir suprême. Et si le peuple enfin conscient de son erreur tente de chasser ce fils indigne de la maison paternelle, châtié par lui sans pitié, il connaîtra sa faiblesse et l'étendue de ses misères. Pour avoir refusé de se soumettre à des hommes libres, il est tombé dans la plus dure et la plus amère des servitudes, celle qu'inflige le despotisme des esclaves.